Avec beaucoup de plaisir que une année encore, j'ai Madame Lavarde. accepté la proposition de Cyberlex de parrainer leur rencontre annuelle, prenant en cela la suite de Philippe Adneau, membre éminent de la commission des finances du Sénat pendant de très nombreuses années. Alors les organisateurs m'ont demandé de vous parler de pourquoi l'intelligence artificielle est-elle une grande avancée. Je ne suis pas forcément en capacité de pouvoir répondre à cette question car je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle. Par contre, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est pourquoi l'intelligence artificielle est un grand sujet d'intérêt, comme en témoignent les très nombreux colloques auxquels j'ai eu l'honneur de participer depuis le début de l'année. Alors, si les organisateurs m'ont invité, c'est aussi très certainement au regard des nombreux travaux que le Sénat a organisés sur le sujet depuis le début de la session, notamment sous l'égide de la délégation à la prospective que j'ai l'honneur de présider et qui a choisi d'en faire son travail de l'année. Alors c'est un choix collectif de l'ensemble des membres de la délégation. Notamment car nous avons tous conscience que l'intelligence artificielle va venir bouleverser notre manière de travailler, aussi bien comme parlementaire que comme acteur de la vie économique et sociale. Et donc la délégation s'est donné comme objectif d'éclairer d'une part le débat parlementaire sur le sujet, mais aussi d'éclairer les citoyens. Alors, nous avons mené de nombreux travaux avec presque toutes les instances du Sénat, mais je voudrais vous en signaler deux auxquels nous sommes associés et qui peuvent directement vous intéresser, à savoir les réflexions de la Commission des lois sur l'intelligence artificielle et les métiers du droit, et la réflexion de la Commission de la culture sur l'intelligence artificielle et les droits d'auteur. Alors pour ce qui concerne la délégation à la prospective, nous avons mené des auditions assez généralistes pour comprendre le sujet et le partager avec les citoyens. Et d'ailleurs, elles font l'objet d'un très grand nombre de visionnages, ce dont je me réjouis. Et pour celles qui ne les auraient pas vues, je vous invite tout particulièrement à regarder l'audition de Raphaël Dohan qui a marqué l'ouverture de nos travaux et celle plus récente du professeur Raphaël Gaillard. Nos travaux, ce sont aussi des rapports thématiques, dont deux ont déjà été rendus publics. Celui autour de l'usage de l'intelligence artificielle par les ministères sociaux et financiers et l'usage de l'intelligence artificielle en matière de santé. Nous allons poursuivre avec l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'environnement et bien évidemment son usage par les collectivités locales. Alors, à ce stade de nos travaux, quel constat pouvons-nous faire? Alors, tout d'abord, si je me limite aux administrations fiscales et sociales, pour nous, elles ont un point commun qu'elles partagent certainement avec vous, c'est à savoir qu'elles traitent de l'information, beaucoup d'informations, et que certainement, contrairement aux autres services publics pour lesquels il y a une composante matérielle et physique importante, par exemple le professeur devant ses élèves, le policier sur la voie publique, le soignant auprès de ses patients, les ministères financiers et sociaux, eux, traitent essentiellement de la donnée. Et d'ailleurs, l'État a bien pris conscience de ce fait puisqu'il a déjà transformé ces deux administrations en ayant un recours beaucoup plus important au numérique, avec la dématérialisation des procédures et des paiements, les déclarations en ligne, le prélèvement à la source ou encore la déclaration sociale nominative, la facturation électronique, tant de choses que vous connaissez. Et ces transformations se sont traduites par une diminution très forte des effectifs, puisque la Direction générale des finances publiques a perdu 30 000 emplois au cours des 15 dernières années, soit 25% de ses effectifs. Alors avec l'intelligence artificielle générative et les modèles de langage, les informations à traiter ne sont plus seulement des chiffres ou des données structurées, mais elles deviennent aussi des textes, des mots, des données non structurées et hétérogènes. Et cela va avoir deux conséquences majeures. Tout d'abord, on va pouvoir confier à l'intelligence artificielle des tâches qui concernent tous les types de documents,
les lois, les règlements, les jurisprudences, les doctrines fiscales, mais aussi, puisque l'intelligence artificielle comprend le langage naturel, elle va aussi devenir un moyen de rendre le service public plus accessible, plus personnalisé. En effet, l'intelligence artificielle va être en capacité d'expliquer une démarche complexe, de rédiger un courrier ou même de traduire un formulaire dans une langue maternelle. Alors l'intelligence artificielle, nous en sommes convaincus, elle peut changer la donne. C'est une nouvelle révolution numérique plus avancée et plus adaptée aux besoins des usagers. Mais force a été de constater que les expérimentations, elles restent encore balbutiantes. La quasi-totalité des cas d'usage que nous avons identifiés portent sur des applications généralistes, utiles pour toute administration ou pour toute entreprise ayant des tâches de bureau, sans dimension spécifique à un métier, par exemple faire des résumés, procéder à des analyses, traduire ou faire de la recherche documentaire. Tous ces projets, en fait, ils ont un défaut commun, à savoir qu'ils se limitent à l'ajout d'une couche superficielle d'intelligence artificielle générative sur des procédures qui existent déjà, sans pour autant transformer ces procédures en profondeur. À long terme, l'enjeu ne va pas être de savoir si l'intelligence artificielle peut remplir un formulaire ou envoyer un justificatif de domicile, mais c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il existe encore ce formulaire et pourquoi est-ce qu'il faut encore donner une information à l'administration, information qu'elle connaît déjà. Alors pour relever ces défis, il faut prendre conscience des limites et des risques qui sont propres à l'intelligence artificielle. Au sein de la délégation et la prospective, nous avons identifié 3 aspects en particulier. La protection des données, la fiabilité des réponses de l'intelligence artificielle et leur compréhension. Alors les données, elles sont avant tout personnelles. Leur protection n'est pas négociable. C'est à la fois un enjeu de maîtrise technologique, pour ne pas dépendre des entreprises étrangères en matière de modèles et d'infrastructures de calcul, mais c'est aussi un enjeu juridique. Aujourd'hui, ce cadre juridique, il existe, il évolue, il est très protecteur au niveau européen grâce au RGPD et à l'AI Act, mais également au niveau national avec les contrôles de la CNIL et du Conseil constitutionnel, sans oublier les dispositions législatives sur le secret fiscal ou le secret médical. Mais si ce cadre juridique existe, l'enjeu réside dans la capacité à assurer son application effective, ce qui nécessite des institutions fortes. La CNIL a-t-elle les moyens de ses ambitions? Ne faut-il pas renforcer les pouvoirs de cette instance avec un mandat élargi et davantage de moyens? La Commission sur l'intelligence artificielle de Philippe Aghion et Anne Bouvreau le recommande. Peut-être avez-vous un regard différent. La fiabilité des réponses de l'intelligence artificielle est un défi de taille. L'IA générative a parfois des hallucinations, conséquences directes de sa nature probabiliste. La réponse n'est jamais tout à fait la même et dans certains cas, elle peut même être fausse ou absurde. Pour les tâches qui demandent de la créativité, comme la génération d'images ou qui impliquent une approche statistique, c'est un atout, notamment lorsqu'il faut détecter la fraude ou comprendre le langage naturel en établissant des liens entre les mots. En revanche, pour savoir si on est ou non éligible à une aide sociale ou pour calculer son impôt, aucune hallucination n'est permise. Alors pour nous, la conclusion, elle est claire. Pour certaines opérations, l'intelligence artificielle sera utile, pour d'autres, non. Enfin, pour ce qui est de la compréhension des données, des réponses données, il faut s'intéresser au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Dans son réseau de neurones, il y a plusieurs couches, mais seule la première, l'information qu'on lui donne, le prompt, et la dernière, c'est-à-dire la réponse, sont connues de l'utilisateur. Tout ce qui se passe au milieu n'est ni accessible, ni compréhensible par un humain. Ce sont des fonctions mathématiques construites par le modèle pendant son entraînement. Aussi, non seulement l'intelligence artificielle ne donne jamais la même réponse, mais de surcroît, elle ne peut pas expliquer pourquoi elle a donné cette réponse. Donc voici comment une innovation technique se transforme en véritable défi juridique, car elle se heurte parfois frontalement à 3 principes qui ont une valeur constitutionnelle: l'égalité devant la loi, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, et le recours au droit effectif. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, pour avancer et envisager le futur, la délégation a retenu 3 priorités.
identifier les usages. Ce qui signifie qu'il faut avoir une idée claire de ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est-à-dire les tâches qui se prêtent à une approche statistique et probabiliste, par exemple comme la détection de la fraude ou le traitement du langage naturel, et ce que l'intelligence artificielle ne peut et ne pourra pas faire, par exemple les tâches nécessitant un calcul ou un raisonnement qui doivent être entièrement transparents et explicables, comme le calcul de l'impôt ou l'évaluation de l'éligibilité à une aide sociale. Il va falloir aussi clarifier les objectifs. L'intelligence artificielle doit avoir pour objet, de notre point de vue, d'améliorer la qualité du service public pour les agents comme pour les usagers. Elle a en effet le potentiel de rendre ce service non seulement plus efficace, mais aussi plus humain, plus simple, plus accessible, plus proche, plus équitable. Elle doit permettre des économies budgétaires grâce à l'automatisation de certaines tâches et au gain de productivité. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas conscience de la transformation des métiers qu'elle va engendrer. Enfin, il est très important de garantir la protection des droits fondamentaux, ce qui signifie notamment que si l'intelligence artificielle peut proposer, elle ne doit jamais décider. Pour répondre à ces objectifs, il va falloir être en capacité de se doter et de se donner les moyens. Tout d'abord, une méthode, c'est-à-dire adapter une démarche fondée sur l'expérimentation et la souplesse, accepter l'échec, apporter la preuve du concept, mais dans un cadre sécurisé, notamment en termes de protection des données. Avoir une gouvernance, promouvoir le volontarisme et la coordination, notamment pour permettre une bonne articulation et une diffusion au sein du service de l'État. Avoir des compétences, recruter des profils spécialisés, data scientists, spécialistes de l'intelligence artificielle, dans un marché très étroit et concurrentiel, sensibiliser et former les agents aux usages de l'intelligence artificielle et à ses risques. Avoir une technologie, c'est-à-dire avoir une démarche adaptée au cas d'usage, choix de modèles ouverts ou fermés, gratuits ou payants, généralistes ou spécialisés. Avoir un accès aux données. Ces données, elles existent en très grand nombre dans les administrations sociales, fiscales, mais aussi dans les échanges entre administrations et même entre services au sein d'une même administration. Et ces échanges sont aujourd'hui insuffisamment développés. Et enfin, avoir une infrastructure de calcul. L'État va avoir un besoin d'urgence d'une grande puissance de calcul, mais cela se heurte au quasi-monopole pour les puces d'une seule société, ce qui engendre des coûts très élevés, ou à la dépendance de prestataires privés, Microsoft ou Amazon pour ne pas les citer. Ce risque est inacceptable pour les données, inacceptable pour les applications critiques. Ce sujet est d'ailleurs une des priorités de la Commission sur l'intelligence artificielle de Philippe Aghion et Anne Bouvreau. Et ces derniers, d'ailleurs, préconisent de faire de la France et de l'Europe un pôle majeur pour la puissance de calcul. Alors, si je devais résumer mon intervention en quelques mots, l'intelligence artificielle peut proposer, mais elle ne peut jamais décider. C'est comme cela que l'on pourra bâtir une intelligence artificielle publique de la confiance, vœu que forme la délégation à la prospective. Je vous souhaite de très bons travaux cet après-midi.